زول فلاكونت ستورة ثم قرانت أرث ليث مليت بوساقي إميث تيكل تم زواروتي في ذولتنا أن مليت أكديون ومازيغن الماروك وقيد كمال أشكار يسوفغد أسارو وسناقي غافيون وسنتل إذا يسوها من يسوفغد أسارو غافو ذاين إمازيغن وذاين يوناين غارت مورث إسرائيل كمال أشكار أزول فلاك أزول كمال أشكار يساوي ثاش الحيث ذا شو كان المساي ستروميث إيوا كم دعني هذه زميرنا توالين وير كيك تساوي ثاش الحيث ده سؤال ثاش الحيث معلوم mais je suis plus à l'aise quand même le français pour parler du film mais tu dois dire ça تنغير ça سمازير ديزير غالفة ميلانو donc ده نساول بشلحة bien sûr أصلا نساور ذا زولي تبغى شو التكي Bien sûr. Donc, Kamel, merci pour cette rencontre. C'est pour nous, alors c'est quelque chose d'important parce qu'il y a très très peu de films Imaziren qui sortent. Donc, c'est évidemment un événement important qui sort au cinéma 100 ans et c'est une chance exceptionnelle. Alors, il faut préciser par honnêteté que Berber TV est coproductrice du film, mais ce n'est pas parce que Berber TV est coproductrice du film que nous nous rencontrons aujourd'hui. C'est parce que réellement c'est un film original et très intéressant et j'espère que nous allons le montrer aux téléspectateurs qui vont nous regarder. Alors tout d'abord, donc Ismis Finrir Jérusalem, les échos du Mellah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout de suite pourquoi ce titre? Voilà, pourquoi ce titre, la signification de ce titre qui va, j'espère, nous indiquer déjà, donner des éléments sur le contenu. Tinrir, c'est la ville natale. Bon, beaucoup de gens ne connaissent pas forcément au départ où se trouve Tinrir ou si ce que Tinrir c'est un nom de ville, mais en tout cas je les invite à découvrir cette magnifique région dans la vallée du Todra. Jérusalem, dans le Haut Atlas, le Haut Atlas, c'est à 1500 mètres d'altitude, coincé entre le Haut Atlas et le Anti-Atlas au sud. Donc c'est on a une des plus belles palmeraies, je dis pas ça par chauvinisme, mais sincèrement on a vraiment une magnifique région. Et Jérusalem, c'est une métaphore de ce rêve messianiste qu'avaient les juifs religieux de rejoindre la terre d'Israël pour accomplir ce rêve messianiste et pour retrouver d'une certaine manière le Messie. Donc c'est pour ça. Et les échos, c'est aussi cette mémoire que je vais chercher à la fois chez les anciens chez les anciens de chez nous, chez les musulmans de la ville, mais aussi chez ces juifs que je retrouve 50 ans après en Israël. Et le Mellah, c'est le nom arabe donné au quartier juif au Maroc et on verra que quartier réservé aux juifs, mais on verra que dans ces villages imazighes en général, il n'y avait pas de quartier spécifiquement réservé aux juifs puisque les maisons étaient les unes à côté des autres. Alors c'est très bien, donc vous venez de poser un peu on va dire le contenu, le déroulement, le conducteur de notre entretien, mais moi je crois qu'il y a toujours un lien entre l'œuvre et la vie et j'aimerais beaucoup dans un premier temps que nous parlions de votre parcours avant d'enchaîner justement, de créer ce lien avec votre création. Alors d'abord, donc vous êtes né au Maroc, mais vous êtes venu très tôt en France. Oui, enfin mon père a d'abord émigré en France en 1968 comme ouvrier, comme beaucoup de gens de ces régions-là qu'on allait embaucher et de voir que c'était des travailleurs. Donc il a bossé ici chez Renault Sochon, puis ensuite il est devenu tuyauteur dans les centrales nucléaires, ouvrier spécialisé. Et il nous a fait venir par regroupement familial avec ma mère. Je suis né en février 77, en juillet 77, j'arrive en France dans le 01 du côté de Lyon. Et donc voilà, j'ai toute ma vie en fait, jusqu'à mes 10-11 ans, on a suivi mon père dans ses déplacements avec son boulot, c'est-à-dire qu'on restait chaque année un an dans un endroit. Donc j'ai fait un peu la géographie des centrales nucléaires en France et des centrales chimiques. Et j'ai vécu aussi, peut-être que c'est pour ça que je suis un peu… J'espère que vous ne mourrez pas jeune. Non, j'espère pas. Et on a vécu aussi 1 an et demi à Alexandrie en Égypte. D'accord. Parce que mon père travaillait là dans une centrale hydraulique. Donc voilà, j'ai eu une enfance typiquement française, dans la France profonde. J'ai pas vécu en cité, j'ai pas vécu en banlieue, j'ai vraiment vécu dans la campagne profonde. C'est-à-dire c'est vraiment les romans à la Marcel Pagnol avec le curé, le maire et donc
mais je dis ça parce que ça a aussi donné quelque chose où je me suis construit aussi comme ça, comme quelqu'un qui venait d'une minorité dans la minorité. C'est-à-dire que j'étais à la fois amazigh et j'étais à la fois marocain et enfant d'immigrés et enfant d'ouvriers. Donc je me suis aussi construit de cette manière-là, dans ce rapport à l'autre, où moi j'étais aussi quelqu'un qui était différent dans la classe. J'étais le seul enfant d'immigrés pour la plupart du temps. Et donc c'est ça aussi, ces déplacements qu'on a fait d'année après année m'a donné une sensibilité particulière à ceux qui se déplacent, aux exilés. فرقي في اللص دي فرنسا بغينا أتزرع يوث نتراوسا إميت تربى كذا دي فرنسا puisque vous avez été éduqué dans un contexte extrêmement de France profonde. Pour vous, rétrospectivement, c'est une chance ou un obstacle, le fait d'avoir été plongé dans une culture très différente de votre culture d'origine? Ben non, ça a été une chance parce que puis je m'en suis, j'en avais un petit peu conscience à l'époque parce qu'effectivement, mon père me parlait en français, ma mère elle me parlait chouïa, mais moi j'avais honte, je le dis à un moment donné dans le film, on le voit dans la version longue en tout cas où je ne pouvais pas parler la langue tamazight parce que c'était pour moi la langue de l'intime et il y avait comme ça quelque chose, puis il y avait une honte, tu sais quand on est enfant on a envie de ressembler à tout le monde et je voulais pas parler, c'est seulement après que j'ai commencé à m'approprier cette langue et que j'ai trouvé la richesse de la beauté de cette langue et le plaisir aussi de la parler avec ma famille. Avec mon père, on parlait ça français et avec maman, mais elle me parlait aussi beaucoup en français. Donc voilà. Donc pour moi, non, ça a été vraiment une chance d'être confronté comme ça. C'est ça aussi, le film est né aussi de tous ces questionnements identitaires parce que chaque année, moi à l'époque on va aller au bled chaque année, c'est comme tous les immigrés avec les camions remplis à bâbord comme si on n'allait jamais revenir en France. Et donc pour moi tout ça, il y avait aussi une magie du voyage comme ça, de retourner. Pour moi c'était un vrai voyage dans le temps d'aller à Tinrir, de retourner dans cette maison en terre là où je suis né, dans ces ruelles, dans ces dédales de ruelles, ces odeurs, il y a quelque chose. Donc le lien avec ma ville, qui est un lien amoureux, qui est un lien très très fort, qui est un lien affectif. C'est un lien qui n'a jamais été coupé parce que mes parents nous y emmenaient chaque été. Et pour moi, ça c'est aussi un hommage que je fais aussi à mes parents et à ma famille qui sont restés là-bas. C'est que le lien n'a jamais été coupé avec la terre nourricière, contrairement aux Juifs qui eux ont été coupés totalement de cette terre-là. Est-ce que, donc là vous répondez partiellement en fait à la question que je voulais vous poser après, c'était que vous ont transmis vos parents de votre culture une mémoire, une ouverture, une manière de parler de l'autre, et notamment quand j'ai appris qu'il y avait des Juifs à Tinrir à l'âge de 18 ans par mon grand-père, paix à son âme, le père de mon père. Que l'on voit dans le film. Non, pas celui-là. Après l'autre, c'est un autre. C'est un autre, l'autre père de mon père qui malheureusement nous a quittés trop tôt, en 94. Et une ouverture d'esprit, enfin je sais pas, puis ces chants, moi quand j'étais enfant j'adorais les mariages chez nous parce qu'il y a Hidus, ces véritables joutes poétiques oratoires où ces gens se disent de la poésie, qui parlent de la vie quotidienne, qui parlent de l'amour, qui parlent avec des métaphores comme on peut le voir aussi dans mon film. Oui, donc on m'a transmis cet amour de cette culture et cet amour des chants amazigh aussi. Pour moi ça c'est quelque chose qui me… Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne supporte pas quand on qualifie cette culture de folklorique parce que ce n'est pas du folklore, c'est une vraie culture ancestrale, vivante, ancienne, qui vient de la terre et qui a une âme et c'était ça que j'avais envie de mettre en valeur et c'est ça que mes parents et que mes grands-parents m'ont transmis. Et quand j'étais face à mon grand-père, celui qu'on voit dans le film, Baha ou Bahadj, celui qui est parti, le père de mon père, ou mes grands-mères, Imezba par exemple, c'est là où j'ai pris conscience de mon amazirité. C'est quand je suis face à eux, ma grand-mère elle ne parle pas l'arabe par exemple, elle ne parle pas le derija. Quand je suis face à elle, elle parle que Tchel Haït. Quand elle va à Marrakech, on a le sentiment qu'elle
qu'elle part à l'étranger alors qu'elle est marocaine. Et donc du coup, voilà, c'est cette conscience-là de venir quand même d'une culture très particulière et de venir d'un monde incroyable. Et c'était ça que j'avais envie de… Et ça, c'est à l'intérieur de moi. Alors, et parmi justement les scènes les plus émouvantes de votre film, nous en reparlerons tout à l'heure, mais dès à présent, parce que c'est lié à votre enfance, à la construction de votre imaginaire, il y a cet Ahidous, en fait, donc, qui est passé du Haut Atlas en Israël. Bah oui, ce Ahidous était chanté à la fois par les juifs et les musulmans. Et effectivement, en Israël, ces femmes chantent encore quand elles ont des événements de fête, pour une circoncision, pour un mariage. Elles peuvent sortir, comme on le voit dans le film, voilà. Le Bendir, le Tfouf, et elles commencent à chanter ces magnifiques chants qui parlent de quoi? De vie quotidienne, d'amour, d'exil, d'amour de la terre, de l'amour du pays, de l'amour de la culture, ou des relations aussi entre les gens. Donc, effectivement, cette culture, en tout cas des chants du Ahidous, n'a pas été… Enfin, j'espère que ça ne se perdra pas, on verra avec les nouvelles générations. Alors, quels sont les autres traits, je dirais, dans votre parcours d'Amazir Chelhi, marocain, vivant en France? Alors, quels sont les autres traits culturels qui ont nourri votre sensibilité d'une part? D'autre part, est-ce que durant ce parcours de redécouverte d'une partie de ses origines, est-ce que vous vous êtes intéressé aussi aux autres cultures timazirines? J'entends que ce soit la culture kabyle, tharifite, nartalibite. En tout cas, oui, je me suis intéressé effectivement à plusieurs cultures, mais puis j'ai découvert aussi la pluralité de cette culture amazigh. C'est-à-dire que c'était pas seulement Imazigh Tinrer qui avait des juifs, il y avait aussi Imazigh sans doute en Kabylie, enfin des juifs aussi en Kabylie, mais il y avait aussi beaucoup de juifs dans le monde rifin, dans le monde soussi, et donc là j'ai découvert aussi tout un pan de cette culture-là, même sur le plan de la langue, les variétés de langue amazigh qu'il y a au Maroc et dont on a pour une fois enfin reconnu comme langue officielle au Maroc après 50 ans de lutte politique, culturelle pour faire reconnaître tout simplement la valeur et l'importance de cette langue. Et donc effectivement, le film, c'est une manière de montrer aussi la pluralité, que la culture amazigh a été à un moment donné un creuset de cette pluralité. Ça m'a donné envie effectivement de m'intéresser à d'autres cultures et je le vois dans les échos que le film a auprès de la communauté kabyle. On m'écrit, on me dit mais ces gens sont touchés quand elles voient ces femmes chanter avec le bendir, chanter en amazigh. Tout d'un coup, elles me disent mais on dirait ma grand-mère. Donc il y a quelque chose comme ça qui passe effectivement. Oui. Alors sur la présente petite précision historique, sur la présence des Juifs en Kabylie, alors c'est assez complexe. Moi en tout cas, j'ai rencontré des gens qui sont descendants de Juifs, mais qui proviennent d'autres villes comme Constantine par exemple. Donc ils se sont installés en Kabylie, on va dire 17e, 18e, jusqu'au 19e, au début du 19e siècle. Mais des gens qui sont installés en Kabylie sur une période aussi longue que celle… Comme au Maroc. Voilà, des périodes aussi longues que celles que l'on connaît au Maroc, pour l'instant je n'en ai pas rencontré. Alors, pour revenir toujours à votre parcours, je dois vous avouer que ma question portait plus en fait sur l'amazirité, sur les grands personnages, les grands symboles de l'amazirité. Mais par ailleurs, j'ai vu un entretien dans lequel vous parliez par exemple d'Abdelhalim Hafez, de chanteurs égyptiens. Et ce qui m'a intrigué, je me suis dit mais les Égyptiens, les arabophones en général, ils ont une culture qui est très forte, qui est conquérante. Et je me suis dit, tiens, avec tout ce qu'il a écouté, comment a-t-il fait pour résister au charme de Shahrazad? Et comment a-t-il fait pour résister au charme oriental et s'imprégner néanmoins de la culture africaine, c'est-à-dire de la culture tamazight? Moi, tout d'abord, pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui est en construction. C'est aussi, c'est quelque chose il n'y a pas d'identité fixe. Moi, je suis français, marocain, amazigh, de culture musulmane. Tout ça habite à l'intérieur de moi et que j'ai pas besoin de soustraire une identité pour me sentir tout ça. Et la manière dont je défends la valeur de l'amazirité, de la culture amazigh n'est pas du tout un combat pour moi nationaliste
ou chauvin. Pour moi, voilà, je ne suis pas dans le rejet de l'autre culture. Je n'aime pas les discours anti-arabes ou qui peuvent être instrumentalisés, etc., parce que je suis aussi attiré par cette culture arabe, même si ethniquement je ne le suis pas. Mais j'ai vécu 1 an et demi à Alexandrie, j'ai été baigné par le cinéma égyptien des années 40-50 où il y avait une liberté de ton, les films de Farid El-Atraj, de toute cette culture-là. Mais défendre mon amazirité ne veut pas dire condamner une autre culture, etc. Par contre, ce que je condamne, c'est l'idéologie panarabiste qui veut justement annihiler toutes les particularismes ou les autres identités. C'est ça, parce qu'on a aussi des Arabes qui défendent la culture amazigh au Maroc, par exemple, ou peut-être aussi en Algérie, je ne sais pas, je connais beaucoup moins la situation là-bas, mais je ne suis pas dans un combat nationaliste ou qui veut exclure d'autres composantes culturelles. Je me sens aussi d'une certaine manière aussi un peu arabe parce que j'écoute, j'aime aussi cette langue, j'aime la poésie de Mahmoud Darwish, mais ça ne veut pas dire, et je défends bec et ongle aussi ma culture amazigh, la reconnaissance de cette langue-là, la reconnaissance que ces personnes-là, pour moi le film c'était aussi une manière de donner une dignité à ces personnes-là qui ont été considérées pendant très longtemps par le pouvoir marocain, mais aussi en Israël comme des primitifs, comme des gens qui venaient de la montagne et qui étaient des moins que rien. Et on voit que ces personnes-là, ces grands-mères, que ce soit ma grand-mère qui n'a pas eu la chance d'être allée à l'école ou ces femmes comme Hannah ou Aïcha qui n'ont pas fait de grandes études, regardez comment ces gens, ou mon grand-père, parle avec des métaphores, parle avec de la poésie. Et c'était ça que j'avais envie de mettre en valeur dans le film, sans vouloir exclure d'autres, sans être dans l'anathème ou sans être dans le discours intrinsèquement de politique politicienne. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc je sais qu'il y a un combat amazigh et d'ailleurs c'est aussi un sujet qui m'intéresse peut-être pour un prochain documentaire et de voir comment cette culture-là qui a été dénigrée pendant longtemps. J'ai lu aussi Katabi Yassine, votre auteur, qui est aussi un grand défenseur de l'amazirité. Donc voilà, je suis pas dans un discours qui veut exclure d'autres identités pour défendre la mienne. J'ai pas besoin, on n'a pas à se définir par rapport à l'autre. C'est pas les autres qui doivent nous dire comment combattre et comment faire reconnaître notre culture. Par contre, critiquer les idéologies qui veulent annihiler, qui ne veulent pas reconnaître ces cultures-là, là je suis évidemment, et d'ailleurs j'ai été attaqué par les panarabistes au Maroc. Nous allons revenir sur ça. Là-dessus. Voilà, donc si je comprends bien, rien ne vaut Ahidous et rien ne vaut Fihimi, Faddert, Ntenrir. Non, j'ai pas dit ça. Il y a des activistes au Maroc qui défendent politiquement et parfois sur certaines positions. Non, je parle en général. Oui, au fin fond de tout ça, ce qui compte, c'est Ahidous. Non, c'est pas que non, parce que là vous caricaturez un petit peu le truc. On a là, du coup, vous folkloriser un petit peu comme si avec le Ahidous qui représente. Non, c'est de dire qu'il y a une vraie mémoire. Non, ce que je voulais dire, c'était précisément pour parler plus sérieusement. Ce que je voulais dire, c'était symbolique justement de la profondeur de cette culture villageoise, de cette culture amazigh, qui n'est pas une culture, comme vous l'avez dit, folklorique, bien qu'elle soit folklorisée par certains, mais qui, bien au contraire, ce n'est pas une culture de musée, c'est une culture vivante. Qui existe et dont on a le devoir de transmettre. Et tout à l'heure, vous parlez de grands personnages. Il faudrait qu'on enseigne, qu'on apprenne que Saint Augustin, un des pères de l'Église au Moyen-Âge, était un amazigh. Des rois, Massinissa ou Jugurtha, enfin voilà, c'est aussi des gens. Moi, là, le vrai combat qui est à mener dans toute cette sphère de la Méditerranée, c'est que cette histoire-là, malheureusement, n'est pas enseignée à l'école. L'histoire ne commence pas avec la conquête des Arabes au 7e siècle au Maroc. Il y avait des Juifs avant, il y avait des Imaziens avant. Et d'ailleurs, le Maroc est une terre amazigh au sens originel du terme. Et ensuite, les gens qui se définissent aujourd'hui comme arabes dans les grandes villes, ce sont souvent des berbères qui ont été arabisés. Alors, je précise que vous avez, parce que je sais, une formation d'historien. Oui, tout à fait. J'ai enseigné cette année, j'ai pris une disponibilité d'1 an pour pouvoir me consacrer à la promotion de mon film et aux prochains projets. Mais j'ai enseigné, oui, de 2001 jusqu'à l'année dernière, j'enseignais dans les lycées et collèges et un petit peu à l'université en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, en banlieue parisienne. Et j'ai fait mes études effectivement à la Sorbonne, à Paris. Vous avez travaillé sur les idricides. J'ai travaillé sur une des premières, effectivement,
pour vous dire que l'histoire du Maroc est quelque chose qui m'intéresse, et même dans ce sujet sur c'est les fondateurs, c'est la première dynastie musulmane, marocaine, les fondateurs de la ville de Fès, les Idrissides. Et j'ai fait un mémoire de maîtrise là-dessus, sur pas Idriss I et Idriss II, parce qu'eux sont très connus, mais surtout sur les frères d'après. Et j'ai essayé de montrer que c'est cette dynastie qu'on présente comme les défenseurs du sunnisme au Maroc, et comme les champions du sunnisme, et comme les champions de ceux qui ont islamisé le Maroc, n'ont pas été vraiment, ça n'a pas été vraiment cela, et que peut-être ils avaient même des origines, chiites, quelque chose qui est un petit peu tabou aussi de dire au Maroc, parce que la dynastie Adalissa est considérée comme la première dynastie qui a fondé le Maroc, le Maroc d'aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est une nouvelle fois un thème avec des sous-thèmes extrêmement intéressants qui mériteraient à eux seuls, à chacun d'entre eux, des émissions, sans parler de toutes les dynasties fimazirines qui ont régné sur le Maroc et sur Et des royaumes juifs à Mazir aussi qui ont régné au Maroc. Alors, mais ce que je voudrais à présent faire, c'est justement le lien entre votre parcours, cette culture et, je dirais, la création artistique. Comment vous êtes passé donc de ce parcours d'immigré ou de franco-marocco-amazir au désir de création artistique? J'ai d'abord eu, en tant qu'historien, je me suis intéressé à cette page de notre histoire qui était méconnue et qui me semble-t-il, était aussi une question taboue. Et ça s'est fait progressivement. Donc chaque été, je rentrais au bled et j'interrogeais les anciens, d'abord le cercle familial, et je trouvais que les histoires, même les histoires entre les tribus amazirs qui se faisaient la guerre là-bas, il y avait comme ça quelque chose pour moi qui est historien. On en parle rapidement dans votre film, justement. Oui, c'est les potes qu'on appelle de Siba, là, ces guerres de tribus, tribales, entre les différentes tribus. Donc il y avait déjà un intérêt pour moi en tant qu'historien. En tant qu'historien sur cette question-là. Et à un moment donné, quand je décide de faire mon premier voyage en Israël et en Palestine, je découvre une région, un pays, et j'avais aussi le désir secret de retrouver une partie des gens de chez moi, des gens de Tinrir. Et quand je suis revenu en France, je me suis inscrit dans une association qui s'appelle Parler en paix, où on apprend l'arabe et l'hébreu, parce que ce sont deux langues sœurs qui viennent de l'araméen, deux langues sémitiques, et je trouvais original et singulier qu'on associe l'apprentissage de ces deux langues. Et cette association organise, je vais aller vite, organise un voyage en Palestine et en Israël, organisé par une Tsarkbeilit, Malika. Si elle nous regarde, je la salue. Un voyage de découverte où on rencontre des gens de la société civile qui œuvrent au rapprochement entre les Israéliens et les Palestiniens. Et tout d'un coup, on est dans un village druze en Galilée. Et là, notre guide, qui était un guide juif marocain, Yossi Amar, qui avait quitté le Maroc à l'âge de 17 ans, j'étais le seul Marocain du groupe, donc très vite on devient complice. Et là, il rencontre quelqu'un avec qui il avait fait la guerre de Kippour en 73, un autre Yossi, Ben Chetrit. Il me dit, viens, je vais te présenter le seul Marocain du groupe. Il me le présente. Et on commence à discuter en darija avec ce Yossi. Tu viens d'où, machin? Il me dit, mes parents sont nés au Maroc. Je dis, où ça? Dans l'Atlas. Et je dis, mais où dans l'Atlas? Et là, il me dit de Tinrir. Et là, pour moi, cette rencontre a été l'acte fondateur de vouloir faire un film, parce que j'ai vu les réactions autour de moi, et surtout j'avais ce souci de transmettre au plus grand nombre. Et quoi de plus beau que de faire un film qui peut passer à la télévision, où tu peux aller avec ton DVD, ta bobine, et tu vas dans un village et tu peux montrer ce film, et qui peut être compréhensible aussi par des gens qui n'ont pas fait d'études, comme les gens de ma famille, comme ma grand-mère, comme ma mère. Et voilà, l'image, elle peut faire passer l'émotion, alors que je me suis dit, si je fais un doctorat, un travail universitaire, ça va être lu par l'élite. Moi, j'avais vraiment ce souci politique que le film soit adressé, compris par le plus grand nombre possible de personnes. D'accord, oui, c'est une réponse très claire. Et donc, je résume, vous parlez français, vous parlez tamazir, vous parlez arabe et vous parlez hébreu. Oui, j'ai appris dans cette association. J'ai commencé à apprendre dans l'association Parler en paix à Paris. Donc, j'invite les gens à rejoindre cette association qui est extraordinaire. Et donc, j'ai appris effectivement. Et après, je me suis rendu, j'ai fait ce qu'on appelle des stages intensifs, un ulpan intensif à Haïfa. 2 années de suite, 2 étés, 1 mois intensif. Et avec la pratique, je ne parle pas couramment évidemment, mais j'arrive à me débrouiller. On voit un petit peu dans le film. On vous entend dans le film. Dans le film, en hébreu. Oui, je m'exprime en hébreu et maintenant, j'arrive à me débrouiller
débrouiller, en tout cas dans la vie quotidienne. Quand je me rends là-bas, je suis allé à plusieurs reprises, 12-13 fois déjà, en Palestine et en Israël. Donc voilà, c'est une langue que j'aime beaucoup, c'est une langue qui m'émeut, et c'est une langue que pourquoi j'ai voulu apprendre cette langue, voilà, j'ai entendu cette langue dans des films israéliens dont je suis un fan, et notamment dans un film de Ronit Alkabetz où il y avait le mélange de l'arabe marocain avec l'hébreu, et j'ai trouvé que le mélange, voilà, moi je suis pour la mixité voilà, c'est de mélanger les choses, comme un peu dans mon film, effectivement, on entend le tamazirt, on entend le français, on entend l'arabe, on entend l'hébreu, et c'est ça, on est à la croisée comme ça de plusieurs langues et de plusieurs cultures. Alors, et là, donc, nous allons aller directement nous allons aller en direction de votre film, des thèmes qu'il aborde. On en a déjà un peu parlé, donc d'emblée dans votre film, vous précisez que vous posez les questions de l'identité ou des identités. Il y a cela d'abord, mais avant toute chose, donc la genèse, vous en parliez tout à l'heure, c'est la découverte de cet événement, de ce phénomène historique important. C'est que dans votre village, dans votre région, il y avait des juifs. Et vous expliquez que c'est à l'adolescence en fait que vous découvrez qu'il y avait des juifs dans ce village, et peut-être même plus largement qu'il y avait des juifs en Afrique du Nord. Oui, parce que pour moi, le mot juif, c'était associé à la Shoah. J'ai appris ça en classe de 3e en Normandie par mon prof, et j'ai été sensibilisé à cette question-là. Ensuite, j'étais sensibilisé aussi à la question de la culture, enfin de la culture juive en général. En philo, en terminale, on fait Freud, Marx, Walter Benjamin, et ces gens-là sont issus de culture juive. Et ce qui m'a intéressé vers cette culture, c'est comment cette culture aussi particulière, aussi singulière, avait pu produire des discours, des œuvres aussi universelles qui pouvaient s'adresser au monde entier. C'était ça qui m'intéressait. C'est comme moi, je suis issu d'une culture particulière, la mazirité, mais en même temps, à partir de cette mazirité, j'ai envie de parler à tout le monde de manière universelle. Et c'est pour ça que le film a des thématiques universelles sur l'exil, les identités, ça concerne tout le monde, les déplacements. On est dans un monde globalisé, donc que ce soit des gens de Mexico qui voient le film à Montréal, comme ça a pu être le cas, et qui sont émus par ces histoires et qui n'ont rien à voir avec cette culture, qu'elle soit juive, amazigh ou marocaine, et ben voilà, c'était ça. C'est à partir de ça que j'ai voulu construire ce film. C'est ça, c'est important de préciser que ce film, effectivement, peut offrir plusieurs lectures. C'est un film sur l'exil, c'est un voyage, c'est une autobiographie, et c'est une autobiographie collective. C'est un film sur l'identité, c'est un film sur les identités, c'est un film sur les racines. Nous nous retrouvons dans quelques instants, après une petite pause publicitaire, et nous allons parler directement du film. Merci.